Eh bien, bonjour. Nous invitons aujourd'hui Olivier Galland, qui représente No Nukes, qui se qualifie lui-même comme étant citoyen mobilisé et engagé. Et No Nukes est une coalition contre les armes nucléaires, mais qui mettent aussi No Nukes met sur pied des tas d'autres activités d'ailleurs qui sont présentes sur le site, telles que des pétitions, de l'information concernant, portant sur les risques nucléaires, ses conséquences, des ressources, des actions mises en place, etc. Alors nous avons Samuel Legros, qui est porte-parole du CNAPD. Alors le CNAPD, c'est la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Mais pour resserrer un peu le débat, je demande à Samuel Legros de s'exprimer plutôt sur les aspects de l'armement nucléaire. Pour rappel, l'intitulé que nous avons donné à cet entretien, à cette entrevue, nous l'avons donné le titre de « Appuyons sur le champignon, 3 petits points atomiques ». Le sujet est très sérieux, mais ça nous permet d'introduire une petite note d'humour en quelque sorte. Alors, le point culture, depuis le début du mois de septembre 2020, développe une thématique qui porte sur les cultures. Sur la révolte, excusez-moi. La révolte est un terme un peu générique. Lors d'entretiens précédents, le terme révolte était moins utilisé que d'autres termes tels que la colère, mais on va garder quand même le terme révolte. Révolte, donc, ça a été le fil conducteur qui a accompagné la plupart des activités qu'on a mis sur pied depuis quelques mois. Activités donc portant sur la révolte qui se termine fin du mois de juin de cette année. Alors, mon attention a été attirée par No Nukes. Dans la mesure, il y a quelques mois, je me baladais dans mon quartier près de la place Albert et j'ai vu de jolies affiches colorées qui étaient éditées par le collectif No Nukes. Voilà, donc maintenant, je vais demander à Olivier et à Samuel de s'exprimer. Voilà, je ne sais pas qui de vous deux veut d'abord commencer. Peut-être qu'il y avait quand même une idée qui était très intéressante, qui avait été énoncée par Olivier il y a quelque temps, c'est dans la mesure, pour l'instant, nous vivons des reculs et des avancées. Et pour entamer le débat sur une note positive, peut-être serait-il intéressant de parler des avancées que nous avons connues et que nous connaissons dans le domaine de l'armement nucléaire. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités, Alain. Oui, alors donc on va tout de suite lâcher les bonnes nouvelles, si je comprends bien. Ce serait préférable, je crois, pour éviter le décrochement. Oui, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, effectivement. C'est un sujet qui est pas des plus rigolos. Donc moi, je me disais, on va peut-être garder les bonnes nouvelles pour la fin. Mais allons-y, on se lâche. Donc alors, la première bonne nouvelle, c'est la signature du traité d'interdiction des armes nucléaires qui a eu lieu au début de cette année. Je laisserai Samuel développer peut-être après, si vous le voulez bien. Et la deuxième bonne nouvelle, elle est assez récente en fait. C'est Biden, le nouveau président des États-Unis, n'a pas que des défauts, puisque assez rapidement, quand il a pris la présidence, il a prolongé le traité START, qui est un traité qui lie les États-Unis et la Russie concernant le nombre de têtes nucléaires déployées. Et c'était un des derniers, si pas le dernier traité qui liait les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Et il faut dire que pendant sa présidence, Trump avait ou n'avait pas renouvelé ou avait carrément dénoncé tous les traités qui liaient les États-Unis et la Russie au niveau des armes nucléaires. Donc ça devenait plutôt chaud et tendu. Et donc c'est vraiment une bonne nouvelle que ce traité soit d'emblée reconduit pour 5 ans. Alors on va voir jusqu'où ça va, jusqu'où ça ira, mais il semblerait même que l'administration Biden soit disposée à aller plus loin que juste la prolongation du traité START. Donc on a d'une part très concrètement déjà maintenant le traité START qui a été prolongé, et on a le fameux traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur. Il est entré en vigueur parce qu'il y a 50 États qui l'ont ratifié. Il y a plus de 120 États qui avaient participé à son élaboration. Donc c'est un traité qui vise à tout simplement interdire les armes nucléaires, leur production, le fait de menacer
autrui d'une attaque nucléaire, de produire des armes nucléaires, etc. Alors évidemment, c'est un traité qui, à ce stade-ci, ne concerne que ceux qui l'ont signé. Et comme vous pouvez l'imaginer, les puissances nucléaires ne l'ont pas signé. Et même plus, des pays comme la Belgique, qui ne sont pourtant pas des puissances nucléaires, mais qui hébergent des armes nucléaires sur son territoire, on y reviendra, ne l'ont pas signé non plus. Non seulement ils ne l'ont pas signé, mais la Belgique a en plus une attitude assez négative dans le sens où elle continue à voter non à toutes les propositions qui sont faites dans le sens de la reconnaissance de ce traité. Et donc c'est d'ailleurs une des actions que mène la coalition contre les armes nucléaires, qui mène la campagne No Nuke, c'est d'obtenir que la Belgique change d'attitude à ce niveau-là. Si déjà on pouvait passer d'un non à une abstention, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Voilà. Pour commencer. Ça, c'était les deux bonnes nouvelles, mais je vais laisser Samuel développer la bonne nouvelle du traité d'interdiction des armes nucléaires. Oui, je le fais maintenant ou parce que moi je pensais peut-être dire un peu de quoi on parle sur les armes nucléaires, combien il y en a, où elles sont, etc. Ou bien on fait ça dans un deuxième temps. Vous avez carte blanche, comme je vous l'écrivais, et en plus vous êtes partenaire, donc la parole vous appartient. Très bien. Alors je la prends. Et après, évidemment, on revient sur le traité d'interdiction sans souci. Il faut parler des bonnes nouvelles, effectivement. Alors juste pour préciser que voilà, il y a plus ou moins 15 000 armes nucléaires qui existent dans le monde. Sur ces 15 000 armes nucléaires, il y en a plus ou moins 9 400 qui sont dans des vecteurs ou incorporés dans des stratégies militaires. Toutes les autres sont soit en commissionné, soit en attente d'être démantelées. Dans ces 9 400 armes nucléaires, il y en a plus ou moins 4 000 pour les États-Unis, 4 000 pour la Russie. Donc qui sont les deux grosses puissances nucléaires. Après, quels sont les autres pays qui ont les armes nucléaires? Il y a la France, la Grande-Bretagne et la Chine qui en ont plus ou moins 200 chacune, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai dit France, Angleterre, Chine, en plus des États-Unis et de là aussi. Et il y a encore la Corée du Nord et Israël qui sont et aussi l'Inde et le Pakistan qui sont les 9 pays qui détiennent des armes nucléaires. Je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que 9 pays dans lesquels sont stationnées des armes nucléaires. En tout, il y en a 14 dans le monde, puisqu'il y a aussi des armes nucléaires états-uniennes en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Turquie et en Belgique, où depuis 1963, on accueille plus ou moins 20. On ne sait pas exactement combien il y en a, mais on estime à plus ou moins 20 têtes nucléaires qui sont entreposées à Kleinbroil dans le Limbourg. Et il faut peut-être préciser aussi que pour ces armes nucléaires, ce sont les militaires belges qui sont formés et entraînés pour les transporter et pour les larguer. Donc ce sont des ogives états-uniennes. Elles sont gardées et entretenues par des soldats états-uniens. Mais s'il faut les transporter sur un théâtre de conflit, ce sont les aviateurs belges qui vont le faire sur des avions belges, actuellement les F-16 et malheureusement plus tard les F-35, puisque le gouvernement Michel en a commandé 34. Et ce sont les militaires belges qui vont appuyer sur le bouton pour que cette bombe nucléaire tombe sur le sol. Voilà. Ça, c'est plus ou moins l'état des armes nucléaires actuellement. Alors, elles n'ont jamais été utilisées, sauf 2 fois. Une fois à Hiroshima et une fois à Nagasaki en 1945. Et on sait depuis ce moment-là que ça crée énormément de dégâts. Vraiment énormément. Tout est rasé. Et les bombes qui sont actuellement encore en état de fonctionner, en état d'alerte, donc les 9400 dont je parlais, sont autrement plus puissantes en général que celles qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Vous parliez de 4000 ogives qui seront en possession des États-Unis et un nombre équivalent en Russie, mais chaque ogive a une puissance différente, donc 4000 n'équivaut pas à 4000, j'imagine. Je ne sais pas si on peut calculer la puissance totale de ces 4000 ogives de part et d'autre, soit en Russie ou bien aux États-Unis. En fait, les bombes ont un poids, donc plus elles sont lourdes, plus elles font mal. Mais maintenant, on arrive aussi à travailler le rendement de la bombe, c'est-à-dire son rendu énergétique au moment où elle explose. Voilà, il existe en effet de toutes les tailles. Il y en a de quelques dizaines de kilotonnes jusqu'à quelques dizaines de mégatonnes. La plus grande, c'est une bombe états-unienne. Elle fait plusieurs mégatonnes, mais je ne sais plus exactement combien.
à ce niveau-là, ça devient une absurdité de savoir ce qu'elle peut faire comme dégâts. Donc ouais, ça s'équivaut en fait. Ça a toujours été un peu le jeu, on va dire, entre les États-Unis et la Russie et l'Union soviétique au départ. C'était de s'équivaloir dans la dissuasion nucléaire et aussi de s'équivaloir dans la dissuasion conventionnelle, donc avec les armées conventionnelles. Après, pendant un moment, la Russie savait pas suivre, donc elle a augmenté son arsenal nucléaire pour être plus puissant dans un des deux domaines, puisque les États-Unis étaient beaucoup plus forts dans ses armées conventionnelles. Maintenant, il y a clairement toujours une démesure dans, enfin, le déséquilibre des forces entre les États-Unis et la Russie en termes conventionnels, parce que les États-Unis sont les premiers dépenseurs, investisseurs dans l'armement et de très très loin. Mais en termes nucléaires, ça s'équivaut un petit peu, même si la Russie garde une petite primauté pour un petit peu pour un sursaut de fierté vis-à-vis de sa perte de force conventionnelle. Très bien. Olivier, voulez-vous rebondir? Oui, mais pour ceux qui nous suivent, ça peut peut-être juste être intéressant de donner une proportion, parce que Hiroshima et Nagasaki, aujourd'hui, un missile intercontinental de base, donc ceux que les Russes et les États-Unis envisagent de se balancer dessus en cas de nécessité, leur puissance varie entre 60 fois et jusqu'à 300 fois Hiroshima. C'est juste, comme le disait Samuel, ça devient on rentre dans le scandaleusement absurde. Je me rappelle que quand on avait fait, pour préparer un document, à un moment, justement, on avait fait les calculs pour se dire, tiens, au fait, un missile intercontinental, ça fait combien de fois Hiroshima aujourd'hui? Et on a dû refaire plusieurs fois le calcul tellement on était étonné du résultat, quoi. C'est totalement insensé. Et sans oublier, mais on y reviendra aussi, que la particularité de cette arme, l'arme nucléaire, c'est que contrairement à d'autres, elle vise avant tout et directement les civils. C'est une arme de destruction massive. Ces armes qui sont en principe tout à fait interdites par la communauté internationale, là, les champions de la démocratie, enfin les plus grandes puissances mondiales, disposent ouvertement et menacent d'utiliser des armes de destruction massive qui visent avant tout les civils. Voulez-vous rebondir ou bien? Oui, ouais, en fait, je pense à plusieurs choses et j'aimerais parler. C'est dans la continuité. Après, je pense que la logique, elle va se dessiner à la fin de notre discussion. Mais c'est pour continuer à donner des éléments impressionnistes comme on fait manifestement avec Olivier depuis le début. C'est pour signaler que donc c'est parce que Olivier parlait de l'intensité des bombes, de leur caractère absurdement destructeur. Ça m'a fait penser au fait à quelque chose que je n'ai pas dit, que j'ai oublié de dire dans ma première intervention. C'est le fait que la Belgique va bientôt s'apprêter à accueillir de nouvelles bombes atomiques sur son territoire. Donc toujours des bombes états-uniennes, mais qui vont venir remplacer celles qui sont là actuellement. Donc ces nouvelles bombes, c'est les B-61-12 qui font partie d'une nouvelle stratégie nucléaire des États-Unis. Et cette nouvelle stratégie nucléaire, elle s'accompagne d'un discours qui, en fait, les B-61-12, elles sont présentées comme des bombes qui sont plus petites et plus facilement déployables. C'est comme ça qu'elles se présentaient dans la doctrine nucléaire des États-Unis. Donc plus petites et plus facilement déployables. Pourquoi est-ce que on dit ça? Donc plus petites, c'est quand même les B-61-12, ça équivaut à 3 fois Hiroshima en termes de tonnage, pour la grosseur de la bombe. Mais le discours qui accompagne cette bombe, c'est le fait de dire qu'on arrive à concentrer le rendement explosif, toute la puissance de charge en fait, quasiment sur l'endroit qu'on veut viser. Donc on est en train de montrer qu'on va commencer à utiliser des armes nucléaires presque comme des bombes conventionnelles, en sens où on va faire une frappe chirurgicale, qui sera jamais chirurgicale parce que ça reste nucléaire, mais voilà, c'est le discours et il y a une espèce de fabrique du consentement comme ça qui s'organise autour de cette nouvelle bombe B-61-12 qui va venir en Belgique. Et ça me fait penser de signaler que pendant la guerre froide, l'armement nucléaire, c'était absurde. Il y avait plus de 70 000 armes nucléaires en circulation à un certain moment. Et il y avait aussi des mini-bombes nucléaires qui étaient transportées par les soldats états-uniens. Donc c'est des bombes qu'ils pouvaient jeter. Ça restait une bombe nucléaire, mais c'est 0,01 kilotonnes, je pense, un truc comme ça. Et donc c'était la stratégie nucléaire. Depuis lors, on est quand même baissé en intensité, heureusement. Et avec ces nouvelles bombes, en fait, on recommence à baisser le seuil en dessous duquel
on va se permettre de lancer une bombe nucléaire. Et donc potentiellement avec les bombes qui sont en Belgique, puisque les B-61-12 vont arriver en Belgique. Il reste, n'empêche que c'est un arsenal nucléaire et comme tel, il est dans une logique militaire qui est tout à fait différente. Si on attaque, par exemple, la Russie avec un armement nucléaire, peu importe finalement l'intensité de cette bombe nucléaire, la Russie répondra par une réponse nucléaire. C'est le principe même de la logique de la dissuasion nucléaire. Et donc, de toute façon, peu importe la puissance d'une bombe, ça va entraîner une chaîne de causalité qui va être potentiellement très très destructeur, puisque ça va augmenter en puissance au fur et à mesure, évidemment. On en parlait tantôt, ce serait ceux qui nous suivent pourront avantageusement visionner le petit clip Plan A, qui sera lié dans le descriptif, et qui montre bien comment, en l'espace de quelques instants, sur un petit échange nucléaire, on se retrouve pour une apocalypse internationale, étant donné que c'est vrai que dans les années 80 et pendant la guerre froide, on avait vraiment touché le summum de l'absurde et du morbide, avec plus de 70 000 têtes, de quoi faire péter la planète, je sais pas combien de fois, alors une fois suffit en fait. Et là maintenant, avec ces nouvelles petites bombes, on remet en fait aussi complètement en question la stratégie de la dissuasion. Donc l'argument de ceux qui disent voilà, écoutez, en fait, il n'y a pas de danger, ces bombes sont là depuis longtemps, et la preuve, elles ont maintenu la paix parce qu'il y a la dissuasion. Même si on se met sur ce point de vue-là, aujourd'hui, avec l'introduction de ces mini-bombes plus ciblées, les B-61-12 qui veulent par exemple déployer en Belgique, effectivement, on abaisse beaucoup le seuil d'acceptabilité ou de faisabilité. Et un autre clip que j'invite ceux qui nous suivent à regarder, c'est une toute petite intervention du général qui est le général en chef des forces de l'OTAN déployées en Europe, qui est interviewé au Sénat aux États-Unis, et la sénatrice lui demande quelle est son opinion sur l'utilisation ou pas de l'arme nucléaire en premier. Et il répond, mais super enthousiaste, avec un grand sourire, et c'est le seul moment où il sourit durant des heures, parce que sinon c'est un général de marbre. Et il dit avec un grand sourire qu'il était un fan de la réponse, de l'utilisation flexible en premier de l'arme nucléaire. Ces bombes B-61-12 sont là pour ça, c'est ce qui lui permet d'affirmer ce genre de choses. Donc, effectivement, dans les années 80, en plus, les gens étaient plus conscients du danger. C'était quelque chose. C'est pas pour rien qu'il y a eu de telles mobilisations, d'ailleurs, à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans la guerre froide, mais la tension internationale est plus haute. D'après beaucoup de gens, les gens qui travaillent en diplomatie disent qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau de tension, même dans les lieux qui sont censés être ceux des rencontres et de la diplomatie. Ça devient la poire d'empoigne et de l'insulte. Et donc là, on se retrouve à un niveau de tension plus haut, avec des gens qui envisagent d'utiliser l'arme nucléaire de manière flexible en premier. Presque humaine, en quelque sorte. Voilà. Alors, pour parler d'autre chose, au moment où vous verrez cette vidéo, Joe Biden aura déjà honoré de sa visite et va participer à un sommet de l'OTAN. Aura déjà participé à un sommet de l'OTAN. Alors, Joseph Biden montre de lui une image assez positive, et il a en quelque sorte l'assentiment de pas mal de ses collègues politiques en Europe, ainsi que l'assentiment de pas mal de citoyens belges et autres. Mais je pense que derrière cette sympathie entre guillemets affichée, il y a la volonté d'assurer un leadership. Je pense qu'il essaye de resserrer les liens avec l'Europe en vue d'une coalition, sans doute avec le nouvel ennemi qui va sans doute le devenir de plus en plus, qui est la Chine. Alors, par rapport aux aspects nucléaires, je vous demande de vous exprimer sur ce que risque d'apporter Joe Biden. Olivier ou bien Samuel? Je ne sais pas quel est celui de vous deux qui va intervenir en premier lieu. Oui, je veux bien essayer.
C'est difficile de faire des prédictions, surtout avec les présidents des États-Unis. Quand on voit Barack Obama qui a été prix Nobel de la paix, essentiellement sur base d'un discours qui appelait au désarmement nucléaire, qu'il avait fait à Prague. C'est le dernier des présidents états-uniens qui a dépensé le plus dans l'armement nucléaire. Donc, les États-Unis dépensent plus ou moins 54 milliards par an dans l'armement nucléaire. Obama a décidé d'augmenter de 12 milliards par an, justement pour la production notamment du B-61-12 dont on a parlé juste avant. Trump n'a pas fait pire, n'a pas fait mieux. Il a continué la même chose. Il demandait pas mieux, je pense. Et donc Biden, il fait partie du parti démocrate qui n'a jamais remis en cause le principe de la dissuasion nucléaire, ni les républicains. Il y a une forme de consensus aux États-Unis autour de l'arme nucléaire. Factuellement, parce que après les prédictions c'est vraiment difficile à dire. Factuellement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que depuis qu'il est président des États-Unis, il a obtenu de la Russie, ou en tout cas il a négocié avec la Russie, ou la Russie a négocié avec lui, finalement peu importe, le fait est que le traité START dont Olivier parlait va être reconduit. Ils vont renégocier un nouveau traité START de gestion du niveau des armements et tout ça entre les États-Unis et la Russie. Et donc c'est ce genre de choses qui montrent que c'est ce genre de discussion qu'il faut pousser, puisque c'est celle-là qui mène véritablement au désarmement nucléaire. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est Joe Biden c'est depuis Joe Biden que le traité START maintenant est remis en selle, alors que Trump l'avait complètement laissé tomber. Mais lui, plus par je m'en foutisme, je pense, parce que voilà, a priori, comme ça de l'extérieur, il était censé avoir plus d'acquaintance avec la Russie que Joe Biden, qui montre quand même que c'est de nouveau l'ennemi public numéro 1. Trump, on l'a taxé de collusion avec la Russie et tout ça. Donc, c'est plutôt de lui que seraient venus des accords avec la Russie, finalement. Voilà, depuis que Joe Biden est président, c'est lui qui a remis en selle ce traité qui est vraiment essentiel. Il y en a d'autres qui sont essentiels et que Trump a laissé tomber et que Biden n'entend pas remettre en état, malheureusement. Mais celui-là, c'était le dernier et il fallait vraiment le sauver et il l'a manifestement fait, donc tant mieux. Espérons que ça amène à des négociations les plus poussées et que ça concerne les bombes qui sont entreposées en Europe. Donc, tous deux vous opposez à la présence de Biden au sommet de l'OTAN, et là, ça dépasse les propos qui nous concernent directement, qui est plutôt les aspects nucléaires, mais voyons voir, comme vous le disiez, comment il va agir dans l'avenir. Je passe un peu du coq à l'âne, excusez-moi. Donc, lors de quelques réunions préparatoires que nous avons eues, j'ai utilisé le terme d'instrumentalisation de données qui portent sur l'environnement. Le public est depuis quelques années sensible à l'environnement, mais je pense que le public est plus sensible à l'environnement local, alors qu'ils oublient tout à fait et profondément que l'utilisation d'armes de destruction massive peut avoir des dégâts irréversibles, immédiats et pour jusqu'à la fin de l'humanité. Alors je voulais savoir si quelque part le public n'est pas suffisamment conscient du fait que l'humanité entière puisse être éradiquée. Effectivement, tantôt je disais que dans les années 80, fin du XXe siècle, les gens étaient plus conscientisés à ce niveau-là, mais c'était aussi les faits et la réalité, le quotidien de l'époque qui voulaient cela. Déjà, beaucoup de gens de ces générations avaient vécu la crise des missiles à Cuba. Et je pense que là, les gens qui ont vécu ça en étant adultes et conscients, là, ils se sont pris quand même une bonne leçon et un bon coup de flip. Ils ont compris que c'était pas juste de la théorie, que ça pouvait vraiment arriver, que ça pouvait vraiment dégénérer en un affrontement nucléaire généralisé. Et ça les a fait réfléchir, je pense. Et puis, il y a eu, dans les années 80, s'il y a eu cette mobilisation, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à ce moment-là, en plus des armes nucléaires, les bombes qui étaient déjà déployées en Europe, des missiles ont été déployés et donc ça rendait la situation tout autre, dans le sens où entre le décollage et l'impact de missiles qui décolleraient de la Belgique ou des pays de l'Est pour arriver sur l'Europe et inversement, il y avait quelques minutes, 6 minutes, 7 minutes,
même pas le temps de décrocher le téléphone rouge pour dire excusez-nous, on s'est planté, on va les faire sauter en vol. Donc c'était les deux camps étaient en permanence et on y revient en fait aujourd'hui avec les missiles hypersoniques. Donc ils vont parce qu'il y avait supersonique, maintenant on est dans l'hypersonique et on se retrouve avec un tel délai, un délai si court qu'il y a en plus du risque de guerre spontanée, ça on pourrait y revenir, du risque d'accident en fait, de guerre nucléaire par accident, par mésinterprétation. Il y avait la tension, le fait que les types ils étaient la main au-dessus du bouton, parce que s'ils n'envoient pas avant l'autre, non seulement ils se prennent les missiles de l'autre, mais ils n'ont pas pu envoyer les leurs. Donc il faut être le premier à les envoyer. Oui. Et donc quelle situation absurde quoi. Mais ce bouton, moi j'ai toujours entendu parler du bouton, mais c'est aussi une image. C'est une image, c'est pas aussi simple. Ouais. Il y a effectivement les chefs d'État là qui ont leur mallette et compagnie, mais il y a très concrètement des types qui sont en permanence. C'est là j'allais y venir. Samuel l'a évoqué tantôt. Donc sur les armes nucléaires qui restent aujourd'hui, il y a celles qui sont déployées, il y a celles qui sont stockées, et il y a celles qui sont en lancement sur alerte et qui sont quand même assez nombreuses. Ça veut dire celles qui sont prêtes à partir à tout instant. Donc il y a des types dans des silos aux États-Unis, en Russie, dans des sous-marins qui sont en 24 heures sur 24 dans l'idée, dans l'instant suivant, je dois envoyer les missiles et ils sont drillés pour ça. Donc déjà, il faut imaginer l'état psychologique de ces gars qui vivent ça au quotidien. Ouais. Et donc ça peut provoquer des incidents et des accidents. Et c'est pas que de la théorie. En pratique, il y a eu, on est passé plusieurs fois à ça d'une apocalypse par accident. Et à un tel point que ça a été un concept qui a été développé même chez les militaires. Ça s'appelait la guerre spontanée, la guerre nucléaire spontanée. Et ils se sont rencontrés plusieurs fois à l'époque de la guerre froide, Russes et États-Uniens, pour en discuter et essayer de trouver des solutions pour, si possible, autant que possible, empêcher ça. Le téléphone rouge était une des solutions qui avait été apportée. C'est quand le sort de l'humanité ne tient plus qu'à un fil, là, un fil rouge. Et mais si, c'est ça qui est parce qu'on avait parlé de la révolte aussi, hein. Oui. Et c'est là que pour moi, en tout cas, à titre personnel, ça touche à la révolte. C'est cette absurdité scandaleuse au nom de quoi ces quelques-uns se permettent de prendre en otage l'ensemble de l'humanité et pas seulement les humains, l'ensemble de la vie sur Terre. Oui. Parce qu'un échange intercontinental, la nature s'en remettra dans quelques milliers d'années. Mais voilà, tout ce qui vit aujourd'hui aura plutôt difficile à se maintenir d'ici là, quoi. Et donc, c'est cette absurdité, c'est ce côté morbide et scandaleux de la conséquence. Et du coup, quand on voit l'état dans lequel est la planète aujourd'hui, enfin, vous parlez de l'environnement. Oui, certes. Enfin, il y a beaucoup de causes qui sont valables et qui sont importantes, mais ce qui fait que pour moi le désarmement nucléaire est quelque part une cause prioritaire, c'est que malheureusement dans ce cas-là, le délai d'action est très réduit. Je veux dire, jusqu'ici, il s'est rien produit, mais si ça devait arriver, on n'a pas quelques années pour réagir et essayer de trouver des solutions, comme pour la crise climatique. On n'a pas, ne fût-ce que quelques mois, enfin pour faire face comme à la pandémie. Non, ce sera réglé en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, c'est fini. Tout est terminé, quoi. C'est complètement absurde. Et donc ça, c'est révoltant et c'est choquant. Et le coût aussi. Je parlais du coût. Je me rappelle avoir lu que c'est en une décennie, on est près de 1000 milliards de dépenses dans l'armement nucléaire, l'entretien, quand on voit tout ce qu'on pourrait faire, enfin particulièrement aujourd'hui. Je veux dire, même pendant la pandémie, les puissances nucléaires ont continué à dépenser des sommes astronomiques dans leur armement nucléaire, et plus que les années précédentes. C'est scandaleux. Et oui, effectivement, j'ai à titre personnel des fois difficile à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas aujourd'hui plus mobilisés sur ce sujet. Je crains malheureusement qu'il faille que la situation se dégrade un peu plus au niveau international, ou qu'on vienne nous mettre des nouvelles bombes ou des nouveaux missiles en Europe pour que les gens se réveillent. Ils sont trop accaparés pour le moment par d'autres sujets, et je pense que c'est la situation qui pourrait provoquer une plus grande mobilisation. Mais je vais pas m'en contenter. Je vais continuer à faire à mon niveau ce que je peux pour mobiliser, et c'est bien le sens de la campagne No Nuke
que mène la coalition avec des associations comme la CNAPD, entre autres. Alors pour ce qui est de l'armement dit conventionnel, on parle de plus en plus des armes dites intelligentes et autonomes qui pourraient prendre des décisions en lieu et place de l'être humain ou des militaires ou de ministres. Est-ce qu'il y a des plans qui vont dans ce sens portant sur l'armement nucléaire? Je pose une question, elle est ouverte, mais j'espère que l'équivalent n'existe pas, parce que alors là, l'humanité se terminera, je crois, avant même que vous ayez terminé de regarder cette vidéo. Donc, c'est pas qu'ils pourraient prendre des décisions, qu'ils prennent des décisions, parce qu'il y a déjà des robots tueurs, ce qu'on appelle ça des robots tueurs dans le jargon. Donc, c'est des Turcs qui ont déployé ça notamment en Libye et qui ont agi sans intervention humaine. Oui. Donc c'est maintenant c'est déployé. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs pays qui disposent de la technologie forcément, et la Turquie par exemple l'a déjà utilisé sur un champ de bataille récemment. Donc que ça puisse exister pour les armes nucléaires, j'espère que non. Donc, évidemment, on est à l'abri de rien. Le problème, c'est que manifestement, dans l'industrie militaire comme dans les autres industries, on n'arrête pas le progrès. Et il faut toujours aller plus loin. Donc, on pourrait envisager de devoir discuter de ça plus tard, mais là, il faudrait vraiment effectivement avoir un sérieux débat. Si je peux revenir peut-être compléter sur la question par rapport à l'environnement, oui. Parce qu'on dit les armes nucléaires, c'est l'apocalypse. Oui, effectivement, mais c'est l'apocalypse là où elles tombent directement. Bon, par exemple, à Hiroshima, c'est plus ou moins 240 000 morts. Je veux dire instantané par la déflagration. Après, il y a les conséquences sur le long terme. Donc, un échange nucléaire, ça va pas éradiquer l'ensemble de la population, mais ça aura des répercussions sur l'ensemble de la population. Et c'est ça qu'il est intéressant, parce que c'est vrai qu'ici, on s'est un peu habitué comme ça à l'arme nucléaire, à la guerre froide, où on a vu que finalement, il n'y a pas eu de déflagration dont on a entendu parler, et que donc voilà, on se complaît un peu dans la situation, mais il faut quand même se rappeler que les États-Unis et la Russie sont pas les seuls pays à avoir l'arme nucléaire. Il y a par exemple l'Inde et le Pakistan qui se détestent cordialement, et donc il y a et s'il y a un échange nucléaire entre ces deux pays-là, on va en subir les conséquences aussi. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi peut-être discuter pour rappeler l'urgence des armes nucléaires, parce que là pour le coup, chez eux c'est extrêmement tendu. Je veux dire, c'est physiquement tendu. Il y a eu d'ailleurs des échanges, il y a eu une incursion indienne, je pense, au Pakistan, ou l'inverse, je ne sais plus, il n'y a pas tellement longtemps. Donc là-bas, c'est vraiment, c'est vraiment un gros problème. Et il y a des études qui ont été faites, notamment à l'université de Boston, des études sur ce qu'ils appellent l'hiver nucléaire, c'est-à-dire ils ont fait des scénarios sur base d'un échange nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Je pense que dans leur scénario, ils s'échangent 7 bombes de moyenne intensité, et ils essayent de projeter ce que ça a comme conséquence sur l'ensemble de la population. Ils montrent donc le nuage noir, le fait que toute cette détonation nucléaire évidemment tout le nuage va recouvrir, va commencer un peu à s'éparpiller, comme on a eu le cas avec Tchernobyl notamment. Donc ça, évidemment, il va rester très longtemps, ça aura des répercussions sur l'ensoleillement et donc sur les cultures, et donc il va y avoir des cas de famine, les températures vont diminuer drastiquement de quelques degrés. Donc voilà, c'est ce type de conséquences-là qu'entraînent les bombes nucléaires aussi. Voilà, juste pour dire qu'on partage en fait l'ensemble de l'humanité, partage une même menace. C'est pas que nous en Belgique, si jamais on est visé par la Russie en cas de guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est vraiment l'ensemble de l'humanité, quoi. Voilà. Pour parler d'autre chose, quand on parle du démantèlement des centrales atomiques civiles, on parle en dizaines d'années. Quand il s'agit de démanteler une ogive, est-ce que le démantèlement se fait en quelques minutes ou ça nécessite aussi quelques années? Olivier. Je suis pas un spécialiste du démantèlement au niveau technique. Donc à ce niveau-là, peut-être que Samuel aura plus d'informations à donner. Mais puisque vous parlez du nucléaire civil, j'avais envie de préciser, parce qu'on fait souvent la distinction entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Sur ce sujet, je pense justement, dans l'actualité, il y a vraiment une forme d'hypocrisie. Et tout d'un coup, cette hypocrisie, on peut mieux la voir quand on parle, par exemple, quand nos médias nous parlent de l'Iran.
l'Iran a des centrales nucléaires civiles, ça pose problème. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'avec des centrales nucléaires civiles, on produit la matière fissile nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires. Et dans le cas de l'Iran, alors là, on doit le dire, ça ne va pas, il faut absolument les empêcher. Tandis que dans tous les autres pays qui ont des centrales nucléaires, tout d'un coup, il y a le civil et le militaire d'un côté. Ce qui est assez hypocrite, puisqu'il faut savoir aussi que même sans parler des bombes nucléaires, l'industrie de l'armement utilise de plus en plus, malheureusement, l'uranium enrichi, qui est en fait de l'uranium appauvri, qui est en fait de l'uranium civil enrichi. Donc les liens, enfin c'est vraiment poreux, quoi, le civil et militaire. Et donc, en autre exemple, la bombe d'Hiroshima, elle a été faite avec de la matière fissile qui vient du Congo, grâce aux Belges. Enfin. Et la Belgique a vendu toute sa matière fissile aux États-Unis, qui en ont fait des armes nucléaires. Donc voilà, je voulais juste signaler que le nucléaire civil et le nucléaire militaire, il n'y a pas de frontière vraiment bien tranchée. Et c'est un peu le même problème, à mon avis. Alors, business is business. On doit savoir, j'imagine que les chiffres d'affaires engendrés par cette industrie civile, mais sous militaire, parce que nous parlons du militaire, doit atteindre des chiffres colossaux. Chiffres colossaux qui sont résultats de produits fabriqués grâce à des soutiens privés ou publics. On voudrait savoir, Samuel, quelle est la part du nucléaire militaire dans le PIB, soit belge ou mondial? Alors pour le PIB belge, zéro. Il n'y a pas d'entreprise qui est directement active dans la production d'armes nucléaires. Il y a des entreprises qui sont actives dans les vecteurs, c'est-à-dire dans les avions, les bateaux, les sous-marins, tous les composants qu'on peut utiliser pour transporter l'arme nucléaire, mais pas directement sur l'arme nucléaire. Alors sur l'arme nucléaire, sur l'armement nucléaire au niveau mondial, donc Olivier l'a dit, il avait peur d'exagérer, mais c'est malheureusement ça. Sur les 10 prochaines années, on estime plus ou moins que les 9 puissances nucléaires dépenseront un peu plus de 1000 milliards de dollars. Ça équivaut à 10% de l'ensemble des dépenses militaires dans le monde. Voilà, les dépenses militaires dans le monde, pour rester dans un ordre de grandeur gigantesque, c'est 1800 milliards de dollars par an, plus ou moins. Et ça correspond à quelques pourcents du PIB mondial. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais pour conclure, j'aurais peut-être une question pour voir un peu quelle est votre implication dans votre travail, vos combats, une implication qui soit liée à une notion de révolte, qu'il s'agisse de no-nukes, c'est bien du CNAPD et l'aspect nucléaire. Alors, je voudrais savoir dans quelle mesure cette révolte dont vous avez sans doute fait preuve, ou assurément fait preuve pour nourrir votre combat, est-elle intervenue? Et si elle est intervenue, ce que je pense d'ailleurs, comment la manifestez-vous? Je sais qu'il y a les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à appeler à des actions, que ce soit en rue ou sur d'autres plateformes ou autres. Je ne sais pas comment manifestez-vous exactement votre révolte au travers de vos activités de combat, si je puis dire. Peut-être Olivier? C'est la révolte qui me motive et qui pousse mon engagement. J'ai participé au lancement de la campagne et depuis je poursuis à titre bénévole. Et ce qui me pousse, c'est vraiment, oui, c'est cette j'avais déjà un peu parlé de cette révolte tantôt. Je disais que pour moi, c'est le summum du morbide de ce système. Et pas seulement au niveau économique, aussi au niveau des choix. On en parlait la fois passée quand là on est entre hommes. Nous sommes 3 hommes. Il n'y a pas que des hommes qui nous écoutent, j'espère. Mais quand je vois c'est aussi un des summums du patriarcat. Parce que quand je vois des missiles nucléaires, ce n'est pas une vulve que je vois. Et
Et comment concrètement ça, j'illustre ça dans mon quotidien, par l'engagement au quotidien. Le but est très clair, hein, c'est justement aux gens qui me disent les manifestations, les mobilisations citoyennes, ça ne sert à rien. Justement, ça fait plaisir de pouvoir leur répondre que si, ça sert. La preuve, dans les années 80, les grandes mobilisations pacifistes, c'est pas à elles seules qui ont amené le désarmement et la réduction du nombre d'armes nucléaires qui étaient déployées et le retrait des armes nucléaires, des missiles nucléaires en tout cas d'Europe. C'est la combinaison effectivement des mobilisations des citoyens, mais qui étaient massives, qui a eu ici en Europe, aussi en Russie, aux États-Unis, qui ont permis à ce moment-là aux dirigeants qui voulaient aller dans la direction du désarmement de faire entendre raison à ceux qui ne voulaient pas, en disant mais si, regardez, là on a l'appui vraiment des populations. Donc c'était vraiment et donc pour moi il n'y a pas de mystère, il faut recréer la masse critique qui fait que les décideurs se rendent compte que oui, c'est dans leur intérêt même parfois purement électoral que de dire oui, c'est vrai, c'est dans ces directions-là qu'ils font aller. Si la raison ne suffit pas, alors que ce soit leur intérêt politique, et donc il faut créer une nouvelle masse critique et mobiliser les gens, et c'est un long chemin, effectivement, ça vient pas du jour au lendemain, et donc ça se fait par l'information, par la mobilisation, des actions de terrain. On a fait une petite mobilisation devant les bureaux de Sophie Wilmès pour quand même lui rappeler qu'il y avait beaucoup de pays qui s'étaient engagés pour le désarmement nucléaire et pour l'interdiction des armes nucléaires, et qu'attend la Belgique pour rejoindre ces pays qui montrent le bon exemple. On a fait des actions plus symboliques comme une flash mob. On a lancé une petite flash mob, c'est les zombies pour la paix. Toujours en essayant, parce qu'on se rend bien compte que là on est dans un thème qui est pas super rigolo, hein, mais on essaye d'amener ça justement avec un petit peu d'humour, du sarcasme, et on va continuer comme ça. Il y a le 26 septembre, avec les associations de la coalition, on organise le Bike Not Bomb. Ce sera un petit tour à vélo de la base de Kleine-Brogel, qui est la fameuse base où sont entreposées les armes nucléaires qui soi-disant ne seraient pas en Belgique, parce que la Belgique, c'est assez rigolo, la Belgique maintient toujours un pseudo-secret autour de ces bombes, alors que les États-Unis, par contre, l'assument complètement. Nous avons des bombes en Belgique. La Belgique fait non, elles ne sont pas là, elles sont peut-être là, alors que tout le monde sait qu'elles sont là. Donc voilà, on va rappeler qu'elles sont là, on va poursuivre la mobilisation, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que c'est pas eux qui tout d'un coup un jour vont se réveiller, ceux qui profitent de ces tas de choses, l'industrie de l'armement, qui un jour vont se réveiller en faisant oui, franchement ce qu'on fait c'est pas cool, allez on va arrêter. Non, il va falloir les obliger, donc il va falloir être nombreux, et ça, petit à petit on va y arriver. Oui, je suis assez confiant. Je me trompe si je pense que selon vous, parce que le citoyen est face à 25 000 urgences dans son quotidien, plus dans certaines contrées du monde que d'autres, mais celle-ci, cette urgence, c'est la plus extrême, selon vous, j'imagine, la plus immédiate à résoudre, et ceci, sans tarder, n'a pas no time to lose. À mon humble avis, oui. Je dirais que, pour moi, c'est la cause qui conditionne toutes les autres. Parce que, je veux dire, après un échange nucléaire, je suis pour la justice sociale, je suis pour l'égalité des genres, je suis pour la préservation de l'environnement, mais qu'est-ce qu'on ferait de tout ça après un échange nucléaire? Donc, je vais continuer à mobiliser pour tous ces thèmes. Mais je garde toujours la cause du désarmement nucléaire comme prioritaire, parce que là elle a aussi l'avantage d'être fédératrice, parce que quiconque, quelle que soit son orientation politique, réfléchit un instant à la situation, ne peut que convenir qu'il y a vraiment là quelque chose de totalement absurde, et qu'il est temps de dépasser ça et d'en finir ça. L'arme nucléaire appartient au passé, là, il faut en finir vraiment, avant que ce soit elle qui en finisse avec nous. Très bien, merci. Samuel, je vous pose la même question, même si j'ai un peu tronqué une partie de votre combat, dans la mesure où je vous ai imposé, entre guillemets, de le ramener aux aspects nucléaires, mais je vous pose la même question: dans quelle mesure la révolte articule-t-elle votre combat? Elle est motrice, hein. C'est révoltant de voir les armes nucléaires, c'est révoltant de voir la logique qui est derrière. C'est révoltant de voir qu'il y a autant de personnes qui participent à cette logique. Et effectivement, pour des raisons, des logiques
qu'on pourrait peut-être dire patriarcal, hein, c'est vraiment très viril, voilà, on bombe son torse. On va toujours plus loin, on va toujours plus haut dans des sommets qui atteignent l'absurdité, comme on l'a dit pendant la discussion. Et donc à la CNAPD, nous on travaille sur cette logique justement, la logique qui est derrière, la logique de la course aux armements, la logique de la confrontation perpétuelle. Et c'est révoltant de continuer à travailler là-dessus, et en même temps c'est très engageant de continuer à travailler là-dessus aussi. Du coup, voilà, si je peux faire un petit peu le résumé du travail de la CNAPD, je reviendrai sur la question des dépenses militaires, puisque elles sont intégrées, les dépenses nucléaires sont intégrées dedans, et c'est cette logique-là contre laquelle on se mobilise à la CNAPD. Donc les dépenses militaires, c'est plus ou moins 1800, comme je dis, plus de 1800 milliards de dollars par an. On sait bien que chaque habitant de la planète n'a pas dépensé dans le militaire, mais si on divisait 1800 milliards de dollars par chaque habitant de la planète, on pourrait dire indirectement que chaque habitant de la planète a dépensé 230 $ sur l'année dans du matériel militaire, alors qu'on vit dans un monde où plus d'1 milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et que c'est sur ces causes-là qu'on doit travailler si on veut effectivement, réellement et sincèrement travailler à la sécurité. C'est évidemment pas en établissant des machines à détruire telles qu'on les imagine depuis finalement depuis que l'homme est homme, mais maintenant avec l'avancée technologique, ça prend des proportions qui sont vraiment hallucinantes, quoi. Et c'est la même chose en Belgique, comme ça je retombe sur la Belgique après. En Belgique, le gouvernement Michel a dépensé, s'est engagé budgétairement pour dépenser 9 milliards d'euros en Belgique dans des avions de combat, dans des véhicules blindés, dans des drones, dans des avions de transport, donc 9 milliards d'euros, alors que la sécurité sociale, la justice, l'éducation, tous les services à la population pleurent l'austérité budgétaire depuis la crise économique. Et bizarrement, dans l'opinion publique, on pense toujours que la défense c'est la variable d'ajustement budgétaire, mais c'est pas du tout le cas. Le budget de la défense a toujours été plus élevé que le budget de la justice. Voilà. Nous, on trouve ça révoltant, et je pense que c'est révoltant. C'est juste que dans le discours, on arrive à dévier le débat et à parler d'autre chose finalement. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt.